Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette rencontre de m'avoir invité à modérer cette table ronde à laquelle je me réjouis d'accueillir, hélas virtuellement seulement, Hanna Lessing, qui est secrétaire générale du Fonds national de la République autrichienne pour les victimes du national-socialisme, et puis trois invités qui, eux, fort heureusement, ont pu nous rejoindre. Jacques Frege, à ma droite, directeur du Mémorial de la Shoah à Paris, Thomas Kirchner, directeur du Centre allemand d'histoire de l'art, également situé à Paris, et Dominique Trimbourg, chargé de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris. Donc ce soir, nous saluons les 25 ans du Fonds national de la République d'Autriche pour les victimes du national-socialisme. Alors je ne vais pas m'attarder et à tout seigneur, tout honneur, je passe la parole à Hanna Lessing qui est en face de moi et derrière nous. Et vous allez pouvoir nous décrire le travail accompli par cette institution publique d'État que vous dirigez depuis sa création. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue ici à Paris, ici à Vienne. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir, mais comme vous savez, la situation actuelle Covid-19 en France, mais aussi en Autriche, ne m'a pas permis de voyager. Mais même si nous sommes loin, grâce aux possibilités techniques, nous sommes proches. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci naturellement à la maison Heinrich Heine pour l'hospitalité et donc sa directrice, Madame Christiane Deussen. Merci au Forum culturel de l'Autriche et sa directrice, Madame Marina Christoph, ainsi que Madame Bigot Baumgartner pour le soutien et la coopération. Merci Corinne Ben-Simon pour la modération et merci aux trois participants de la table ronde, Thomas Kirchner que je rencontre pour la première fois, mais merci Jacques Frege, merci Dominique Trimbourg. Nous sommes des collègues de longtemps et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans des situations assez difficiles. 25 ans de Fonds national sont aujourd'hui l'occasion de réfléchir à la manière de faire face à l'ère du national-socialisme en Autriche, en Allemagne, en France. Pour moi, ces 25 années sont dédiées à une tâche qui est profondément liée à mon histoire familiale, personnelle. Je n'ai jamais connu ma grand-mère, Margit Lessing. Sa trace se perd pendant le transport de Theresienstadt à Auschwitz. Tout ce qui me reste d'elle est sa carte de transport, datée du 16 octobre 1944. Donc, dans 3 jours, elle aura disparu depuis 76 ans. Son fils, mon père, a pu fuir en Palestine à l'âge de 16 ans. Leur destin m'a toujours rappelé ceux qui sont au centre de notre travail, les victimes, les rescapés. Parfois, on se demande pourquoi la réévaluation de l'histoire du national-socialisme a été commencée si tardivement. Pour trouver les réponses à cette question, en ce qui concerne l'Autriche, j'aimerais faire un petit pas en arrière, les développements historiques. Avant la guerre, Vienne, la grande dame, capitale de l'Empire des Habsbourg, fut une patrie pour à peu près 200 000 juifs. C'était un monde plein de vie, d'une culture vibrante, une métropole de la fin du siècle avec ses artistes célèbres, ses cafés littéraires et sa vie culturelle. Puis sont arrivés l'Anschluss de l'Autriche, les pogroms, la guerre, la Shoah. Puis est tombée la nuit, une longue nuit pendant laquelle dormait l'humanité et la compassion. Le sommeil de la raison produit des monstres, pour citer Goya. Pendant le Troisième Reich, 65 000 hommes, femmes et enfants juifs d'origine d'Autriche furent victimes de la Shoah. D'autres 130 000 à peu près furent expulsés de leur patrie, obligés d'abandonner leur famille, leurs amis, toute leur existence,
pour vivre en exil, beaucoup d'entre eux pour le reste de leur vie, dans l'anonymat. Ainsi, une partie essentielle d'une riche culture, tout un monde avait disparu en Autriche comme en Europe. Après la fin de la guerre, l'Autriche, grâce à la déclaration de Moscou des Alliés de 1943, s'est vue et s'est présentée comme la première victime d'Hitler. La majorité des Autrichiens ne voulaient pas accepter leur co-responsabilité. Ils ne voulaient qu'oublier, effacer les souvenirs. On ne pensait qu'à la reconstruction du pays. Et ce n'est qu'en 1986 que la situation a fondamentalement changé. Kurt Waldheim, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, était candidat à la présidence fédérale de la République d'Autriche. Et il justifia son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale avec une phrase qui est devenue fameuse: « Je n'ai fait que mon devoir ». Cette tentative faible de justifier et de relativiser son rôle fit l'objet d'un débat intense. Et soudain, on voyait surgir les questions de responsabilité et culpabilité qui étaient restées trop longtemps étouffées dans la société autrichienne. Le 8 juillet 1991, le chancelier Vranitzky, enfin, fit la déclaration fameuse devant le Conseil national de l'Autriche, dans laquelle il souligna la co-responsabilité autrichienne. Sa déclaration est à marquer d'une pierre blanche sur le chemin que l'Autriche prend pour surmonter les années sombres de son histoire. Après donc des décennies de silence, le Fonds national de la République pour les victimes du national-socialisme fut créé en 1995. Son existence est l'expression de la responsabilité de la République d'Autriche qu'elle prend vis-à-vis toutes les victimes du national-socialisme. Et je souligne toutes car nous travaillons avec et pour toutes les victimes de la persécution nazie. Son établissement auprès du Conseil national souligne en même temps sa forte valeur symbolique. Lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommée secrétaire générale de ce nouveau fonds, j'ai demandé à mon père, le photographe magnum Eric Lessing, ce qu'il s'attendait de moi en tant que fonctionnaire de cette République qui, pendant les dernières 50 années, avait nié toute co-responsabilité. Et mon père resta silencieux et après un certain temps, il s'est retourné vers moi et il m'a posé 2 questions. Peux-tu me rendre ma jeunesse volée? Peux-tu ramener ma mère d'Auschwitz? Et je savais qu'il avait raison. On ne peut ramener personne, on ne peut jamais réparer le mal. En allemand, le mot Wiedergutmachung ne fait pas de sens. On ne peut pas Wiedergutmachen, faire bien à nouveau. On ne peut jamais rattraper le temps perdu et inverser le cours du temps. Le passé, c'est un pays dans lequel on ne peut jamais retourner. Notre première mission fut la légitimation des victimes, ainsi que le soutien financier. Aujourd'hui, les victimes d'origine d'Autriche sont dans à peu près 70 pays de ce monde. Environ 250 vivent encore aujourd'hui en France. La réparation est matérialisée par une somme symbolique qui est distribuée par un geste moral. Au fil des années, le Front national a assumé diverses tâches dans un esprit de réconciliation et de responsabilité historique. Et je pense que vous venez de voir l'exposition qui, j'espère, va aussi être vue en virtuel. Donc, les dernières 25 ans ont été faits par le travail de base. Donc, nous finançons des projets liés à la Shoah et ses conséquences. Ce sont des projets profitant les rescapés, mais aussi des projets qui luttent contre l'amnésie historique. Nous sommes responsables du réaménagement de l'exposition autrichienne à Auschwitz-Birkenau qui sera inaugurée en 2021. Je sais que la France a fait une
très très belle nouvelle exposition il y a déjà certaines années. Nous administrons la rénovation des cimetières juifs en Autriche, 62 cimetières. Et nous administrons aussi le Fonds général d'indemnisation pour les victimes du national-socialisme. Plus de 215 millions de dollars ont été déboursés en restitution de biens immobiliers. Le Fonds national est également actif dans le domaine de la restitution d'œuvres d'art, ce qui couvre un peu aussi le domaine de professeur Kirchner. Depuis 1998, la loi stipule que les œuvres d'art en déshérence, qui se trouvent dans les musées nationaux et dans les collections de l'État, soient attribuées au Fonds national afin de les utiliser au profit des victimes. Pour aider les victimes et leurs descendants dans la recherche de leurs objets spoliés, nous maintenons une base de données d'art spoliés qui contient des informations sur 9400 objets. Actuellement, une ère touche à sa fin. Les témoins du nazisme sont âgés, d'année en année, leurs voix s'éteignent. Pour l'avenir, il nous faut surtout sauver et préserver les souvenirs des survivants, les souvenirs de leurs souffrances et de leurs persécutions, de même que les beaux souvenirs d'un passé perdu que Stefan Zweig avait nommé le monde d'hier. Je me rappelle la conversation que j'ai eue avec une des survivantes de Auschwitz qui m'a dit « Tout le monde nous demande toujours comment nous avons péri, mais jamais comment nous avons vécu. » En Europe, l'IRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, dans laquelle l'Autriche est représentée, et dont donc mes deux collègues, Dominique et Jacques, sont présents, fait des contributions importantes à soutenir un apprentissage de l'histoire mutuelle en essayant de semer la graine d'un meilleur avenir dans le sol d'un passé amer. En Autriche, au Fonds national, nous publions les mémoires des rescapés de la Shoah dans notre série de livres appelée Mémoire, biographie de la Shoah de victimes de national-socialisme. Ce sont des cadeaux précieux que les rescapés nous ont faits. Ils méritent tous nos remerciements pour la confiance de nous confier leurs souvenirs de vie. En même temps, nous avons aussi compris que nous avons maintenant la responsabilité que leurs histoires, leur vie, leurs souffrances ne seront jamais oubliées. Je voudrais terminer par une petite histoire personnelle. En mars 2015, je suis allée en Israël pour recevoir une relique de l'histoire de ma famille. 2 couronnes de Torah, des rimonim, en argent datant des années 1930. L'oncle et la tante de mon père, David et Bertha Lessing, qui en ont fait don à la synagogue en mémoire de leur fils Heinrich, qui est mort jeune. Pendant le pogrom de novembre 1938, les couronnes de Torah avaient disparu. Elles restaient perdues pendant des décennies. Par pur hasard, l'ancien président de la communauté juive de Vienne les a découverts dans un catalogue de vente aux enchères à Jérusalem et m'en a informé. J'ai donc pu les racheter et les rendre à mon père, qui avait retrouvé ainsi un morceau de son passé volé. Même après 70 ans, des objets volés émergent des ténèbres de l'histoire. Je vois cela comme signe que notre travail n'est pas encore terminé. Merci. Merci Anna Lessing pour ce témoignage à la fois personnel et également sur le travail du Fonds, qui est large, vaste et qui aborde de nombreuses questions que nous allons reprendre ici, de nombreux aspects avec vous et avec nos invités. En commençant par un petit retour historique peut-être, le Fonds national a donc 25 ans, il a été créé en 1995, la Fondation pour la mémoire de la Shoah a été créée en 2000, le mémorial la Fondation
pour la mémoire de la Shoah a été créé en 2000 et le mémorial de la Shoah a été inauguré en 2005. Nous voyons là que nous sommes face à des institutions finalement récentes qui sont nées à partir de ces années 90 et qui marquent un tournant dont peut-être sur lequel on peut se poser des questions. Que s'est-il passé qui a fait que, à ce moment-là, dans ces années-là, a émergé une conscience du travail restant à accomplir pour penser les blessures béantes de la Shoah et d'une sorte de prise de conscience également que ceci était l'affaire peut-être de tous et non pas simplement de la communauté juive. Pour la Fondation de la mémoire de la Shoah, Dominique Trimbourg, vous avez peut-être envie de commenter, nous éclairer sur ce point, nous faire un petit historique. Alors, ce sera un historique très général et très, très rapide, mais effectivement, il n'y a pas de hasard de toute façon en histoire, et il n'y a pas de hasard en mémoire non plus, et en traitement de la mémoire et traitement de l'histoire. On a, et la fondation du Nationalfonds en Autriche, c'est un moment, dans un moment européen général, de retour sur cette histoire, de retour sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de retour sur l'histoire de la Shoah en particulier, dans un contexte très spécifique, la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc de l'Est. Pour ce qui nous concerne, c'est l'accès notamment à des centres d'archives, là je parle en tant qu'historien, c'est-à-dire que tout d'un coup, on avait cru un peu tout savoir et on se rend compte qu'on ne savait pas grand-chose. Et surtout, on avait beaucoup de pistes historiques et tout d'un coup, on a accès à des ressources inimaginables parce que, effectivement, que ce soit en Pologne, que ce soit en URSS ou en ex-URSS, que ce soit en ex-RDA, on se rend compte que il n'y avait pas que des espèces de faux documents qui, de temps en temps, étaient diffusés à l'Ouest pour charger certaines personnalités, mais il y avait aussi de véritables sources archivistiques qui allaient révolutionner, ou en tout cas confirmer un certain nombre des pistes. Il y a donc un moment fort, qui est un moment pour le moins européen, voire mondial. Et le cas de l'Autriche est emblématique de ce point de vue-là, sur une historicisation, comme on dit en histoire, une historicisation de ce passé. Et le moment était venu, et ça concerne beaucoup de choses, mais le moment était venu de poser les choses de façon plus ou moins apaisée. Et je crois qu'il y a ça. Apaisé en histoire, certainement pas apaisé en mémoire, parce que la mémoire, elle est pleine de soubresauts et de coups de sang, etc. Et donc, c'était pas forcément très facile d'aborder les choses de façon apaisée en ce qui concerne la mémoire. Mais il y avait ce moment générique qui s'imposait à tous, qui s'imposait à la société, qui s'imposait par la société, ce qu'on appelle la demande sociale, et qui s'imposait aussi, du coup, par contre-coup, à la gente historienne, mais aussi à la classe, aux classes politiques. Et du coup, donc, on a pu revenir sur cette histoire. Alors, le cas français est aussi typique, bien entendu. Alors, on vous avait dit le mémorial de la Shoah inauguré en 2005, mais en fait, et Jacques reviendra sur la longue histoire qui précède cette inauguration, puisque on remonte à 1943 pour la création de ce qui deviendra plus tard le mémorial de la Shoah. Mais en France, effectivement, il y a ce moment de cristallisation. On accompagne ce mouvement européen, et il y a ce grand moment en 1995 qui est le discours de Jacques Chirac au Veldiv, lors de la commémoration du Veldiv, où pour la première fois un homme politique, et en l'occurrence un président de la République française, assume la continuité de l'État, la responsabilité de l'État, et quand il dit la France à ce moment, alors j'ai plus sa formule exacte, mais en tout cas donc il assume pleinement la responsabilité. Pardon ? A commis l'irréparable, voilà. Oui, oui.
Et donc, effectivement, il y a ce moment de cristallisation et de fil en aiguille, en tout cas pour le cas français. Le politique répond à la demande sociale avec la convocation d'une mission d'études qui revient sur ce qui a été fait en France. Et encore une fois, c'est en parallèle à beaucoup de choses qui se passent du côté autrichien, du côté suisse notamment. Et j'allais dire, la Suisse est emblématique de ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle s'est fait taper sur les doigts au bout du compte. Mais donc en France, effectivement, il y a cette réunion de cette mission d'études qui va travailler et qui va revenir sur ce qui a été fait. Parce qu'en France, beaucoup de choses ont été faites dans l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale, mais reviendra aussi sur ce qui n'a pas été fait, et on découvrira, grâce aux archives, grâce à l'ouverture d'un certain nombre de centres de documentation, et grâce aussi à la ténacité d'investigueurs que sont des historiens, et notamment des historiens de l'économie, on arrive à certains résultats, au bout du compte, qui sont publiés en 1998-99. Et le politique va assumer sa responsabilité en décidant in fine, et là on est dans l'année 2000, pour ce qui concerne le cas de la France, décider de la création de 2 institutions sœurs et jumelles, dont on a un représentant ici, en la personne de M. Bénézek, pour la partie CIVS, Commission d'indemnisation des victimes de spoliation, d'une part, et en parallèle est créée la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que je représente ici ce soir, avec des vocations qui sont distinctes. Ça veut dire que la CIVS a encore pour vocation aujourd'hui de recevoir des demandes d'indemnisation, de les étudier et éventuellement de les satisfaire si le dossier peut être mené à bonne fin. Et de son côté, la FMS, donc la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui elle-même est dotée d'un capital, un capital qui travaille, qui fournit un budget, qui permet de venir en aide à des demandes de projets. Alors je ne vais pas décrire par le menu, mais peut-être pour décrire, et alors on retrouve certaines préoccupations du National Fonds, mais on a effectivement 6 grands domaines d'activité. Alors nous-mêmes, nous ne faisons pas grand-chose par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous n'initions pas énormément de projets, mais néanmoins, on reçoit énormément de demandes. En ce moment, les mouvements sont un tout petit peu en céphalogramme plat du fait de la crise sanitaire, mais enfin, disons qu'on reçoit des projets dans les domaines de la culture juive, de l'enseignement de la Shoah, de la recherche sur l'histoire de l'antisémitisme et de la Shoah, de la solidarité, c'est-à-dire que nous venons en aide à des projets sociaux qui ont notamment pour bénéficiaires des survivants, toujours vivants aujourd'hui. Il y a le domaine de la mémoire et de la transmission pour la publication d'un certain nombre d'ouvrages, mais aussi pour l'entretien de lieux de mémoire de la Shoah en France. Et il y a aussi la lutte contre l'antisémitisme et pour le dialogue interculturel. Nous avons aussi, comme le National Fonds, nous avons aussi une collection de témoignages qui est publiée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et voilà, donc en quelques mots. Et donc il se trouve qu'aujourd'hui, en 2020, la Fondation pour la mémoire de la Shoah est proche de célébrer ses 20 ans. Donc voilà. On s'inscrit dans un moment désormais commémoratif. Oui. Bien, merci. Et en ce qui concerne le mémorial de la Shoah, là, nous pouvons, et son histoire, nous pouvons à la fois marquer cette époque des années 2000. Le mémorial s'inscrit dans ce contexte-là, mais également remonter à une histoire, à un travail qui a été fait bien avant et qui est fondateur. Merci. Mes amitiés à Hannah, qui est loin et qui est proche, comme elle l'a dit. C'est vrai que dans les années 90, il y a un véritable mouvement de fond, une lame de fond qui est à la fois européenne, mais également internationale. Je vous rappelle que la création du musée de l'Holocauste, c'est 1992-1993, à Washington. Et il y a un véritable mouvement de fond qui correspond, d'une part, en effet, d'abord à un mouvement de la société civile. C'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les opinions publiques dans le monde une nécessité de revenir sur une histoire
qui a été difficile à gérer, notamment et surtout en Europe, du côté des pays qui ont été partie prenante d'une manière ou d'une autre dans la collaboration ou dans la persécution, mais y compris dans les pays qui ont été dits neutres, parce qu'on a découvert pendant la guerre que même les pays neutres, finalement, ont très largement commercé avec l'Allemagne nazie, sans trop regarder d'où venaient ces transactions commerciales. Et donc Dominique parlait de la Suisse, mais on sait qu'il y a eu également la Suède et d'autres pays, et tout ce mouvement dont il faut se satisfaire, et même si tout n'a pas été parfait, et même s'il y a une part je pense, d'hypocrisie dans quelques-uns des pays qui sont engagés dans cette démarche, il y a néanmoins une véritable lame de fond qui fait, comme le rappelait Hannah, que finalement c'est une histoire qui ressurgit et qui va être prise à bras-le-corps à un niveau international, puisque au début des années 2000, il y a la création de la Task Force, qui est aujourd'hui l'IHRA, qui montre véritablement que cette histoire est une histoire européenne et que c'est une histoire de l'humanité. Alors, nous, là-dedans, on a une particularité, c'est qu'on est une petite association, on n'a pas été créé par les pouvoirs publics, et qu'on est totalement indépendant et des pouvoirs publics et de la communauté juive d'ailleurs. Que notre institution a été créée en 1943, c'est un véritable acte de résistance qui consiste à tenter de répondre à deux questions, c'est-à-dire finalement on sait que tout le monde ne survivra pas à ce qui est en train de se passer, donc il faut laisser des archives pour permettre à ceux qui survivront d'écrire l'histoire. Et puis enfin, le deuxième point très important, c'est de demander justice. Et c'est dans ce contexte que nous sommes créés, avec un groupe d'intellectuels à la fois juifs étrangers et juifs français qui se retrouvent pour la première fois autour d'une même table pour penser l'après-guerre. On est en 1943. Russe essentiellement, si j'ai bien Alors il y a une connexion russe importante, mais pas que. Oui. La création du Centre de documentation juive contemporaine à Grenoble en avril 1943 et la première réunion du judaïsme étranger et français qui décide de s'asseoir à la même table. Bon, c'est pas le moment d'en parler, mais il y a beaucoup. C'était pas si facile, mais et le premier acte, c'est celui-là. Et donc notre institution va connaître une période assez importante et intéressante de collecte d'archives. Nous sommes dès l'après-guerre sollicités par les pouvoirs publics pour partir au procès de Nuremberg. Nous participons au procès de Nuremberg en mettant nos archives à disposition. Donc on est en 1945, 1946, 1947, l'État d'Israël n'existe pas. On est une des rares structures dans le monde à disposer de documents d'archives. Et on va jouer un rôle important aux côtés d'Edgar Faure et François de Menton lors de la plaidoirie française à Nuremberg. Et on obtient à la fin des procès l'autorisation de ramener en France des milliers de documents d'archives qui ont été utilisés par les Alliés à Nuremberg, et on les ramène à Paris. Et dans le même temps, nos fondateurs pensent à l'idée de rendre hommage aux victimes, ce qui n'est pas simple, parce que les familles juives, Hannah parlait des familles juives, c'est vrai que les familles juives qui ont dû démarrer un deuil après la guerre, ont démarré un deuil dans des conditions très particulières, parce que dans ce génocide qui est la Shoah, les Juifs ont été assassinés, mais vous le savez, dans la plus grande partie des cas, les corps ont été brûlés. Et donc, c'est un génocide sans corps, sans cadavre.
Et donc, c'est un génocide où il n'y a pas de cimetière, où les familles ne peuvent pas aller pleurer au cimetière et démarrer un deuil qui est extrêmement compliqué. Et une partie des familles continue à attendre les leurs, sans trop savoir s'ils reviendront, jusqu'au moment où ils comprennent que le deuil doit commencer. Mais comment commencer un deuil quand il n'y a pas de pierre tombale pour se recueillir? Et donc, l'idée du mémorial, quand il est créé à Paris, c'est ça. La première pierre est posée en 1953. Et le mémorial est inauguré en 1956, et c'est un peu une révolution dans le judaïsme traditionnel, parce que dans le judaïsme, on va dire dans la tradition religieuse, les morts et les vivants ne se croisent pas, enfin ne se croisaient pas, puisque le judaïsme est tourné vers la vie, et les cimetières sont fermés pendant les fêtes juives. Et donc l'idée d'avoir un monument où il y avait des cendres, des camps d'extermination, où les vivants allaient venir se recueillir, heurter la sensibilité des rabbins. Et donc le mémorial est né un peu dans la douleur, je dirais presque malgré les rabbins. Et ça a été le premier mémorial au monde, avant même qu'il y en ait d'autres ailleurs. Et donc pendant des années, le mémorial a été un lieu pour les chercheurs d'abord, et pour les familles, et essentiellement pour ces deux publics. Rappelons quand même que dans notre pays, en France, mais ça a été le cas dans la majorité des pays d'Europe, cette histoire a été tellement douloureuse pour les pays européens que chaque pays d'Europe s'est construit une autre histoire, avec laquelle il pouvait vivre plus facilement. En France, on a été très fort, et on a été tellement fort que les politiques ont pensé qu'il fallait aussi fermer les archives pour justement entériner l'idée que les Français avaient été tous des résistants. Et donc la meilleure façon de le penser, c'était de fermer les archives. Et les hommes politiques parfois imaginent que les opinions publiques ont la mémoire courte et qu'il suffit de fermer les archives pour empêcher une réflexion et empêcher les historiens, la société civile de travailler sur ce sujet. Donc pendant des années, notre institution a vécu en marge de l'État, parce que nous vivions dans la plus grande illégalité. Nous avions des archives de Vichy, du gouvernement dirigé par Laval et Pétain, et qui étaient des archives qui ont toujours été ouvertes pendant toute cette période. Et pendant toute cette période, les chercheurs n'avaient pas d'autre choix que de venir, en tous les cas ceux qui travaillaient sur la France, de venir dans notre institution. La partie archives s'appelait le Centre de documentation juive contemporaine, et le mémorial s'appelait le Mémorial du martyr juif inconnu. Et donc, nous avons vécu de manière très solitaire, à la fois parce que nous étions en marge et nous évoluions totalement, je dirais, malgré les pouvoirs publics, qui nous regardaient d'un salaire parce qu'on avait des archives qui relevaient du patrimoine de l'État. Cet État, bien évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas dire que c'était cet État qui avait persécuté les Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps en marge de la communauté juive, parce que il faut reconnaître que pendant une période, ce n'était pas non plus un sujet qui intéressait la communauté juive, uniquement ceux qui étaient véritablement concernés directement, je dirais charnellement, par ce sujet. Et puis, comme le disent... Il y avait une convergence des silences. Il y avait une convergence des silences. Pour la communauté juive, c'était un sujet extrêmement douloureux. Il fallait recommencer sa vie, retrouver un travail, retrouver une vie normale, fonder une famille. Tout un tas de raisons tout à fait objectives qui font qu'à un moment, on s'écarte du sujet aussi. Parce que comment on vit avec cette histoire? Comment on vit avec cette histoire quand on est un enfant orphelin, que ses parents ont été assassinés? Comment on vit quand on est un rescapé d'Auschwitz et qu'on revient habiter là où on a habité et là où on a été arrêté, etc., etc. Bon, c'est pas le lieu de raconter tout ça, mais au final, comme le disait tout à l'heure Dominique, ce qui a été fondamental ici pour la France, ça a été la déclaration de Chirac. Et pour nous, le mémorial, la déclaration de Chirac a été un moment de réflexion, finalement, où on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme nos portes? Finalement, nos fondateurs, notre institution avait été créée pour que cette histoire soit reconnue, pour que l'histoire soit écrite. Et la déclaration de Chirac, finalement, a porté un point final à tout ça.
et nous aurions pu fermer nos portes et remettre nos clés au pouvoir public. Mais il y a eu dans notre institution, pendant très longtemps, une méfiance à l'égard des pouvoirs publics. Et donc, certains membres du conseil d'administration ont pensé qu'il ne fallait pas laisser à l'État seul le soin de prendre en charge cette histoire et cette mémoire. Et je pense, à l'époque, à Simone Veil, qui était à la fois un personnage public, mais qui était en même temps la vice-présidente du mémorial. Je pense à Serge Klarsfeld, qui a joué un rôle considérable, qui est aujourd'hui vice-président de la Fondation pour les mémoires de la Shoah, mais qui était secrétaire général du mémorial et qui, à l'époque, jouait un rôle fondamental. Hannah a parlé de Kurt Waldheim. On pourrait raconter l'histoire des Klarsfeld à ce sujet, mais ce n'est pas le lieu. Et c'est vrai que finalement, nous avons décidé que c'était un sujet trop sérieux pour l'abandonner totalement au pouvoir public, et nous avons continué de travailler en nous disant qu'à côté de la recherche, à côté de la mémoire, nous allions nous lancer dans ce travail énorme et immense qu'est le travail d'éducation, et nous nous sommes transformés en mémorial de la Shoah, avec l'idée de devenir une institution tournée vers le grand public et non seulement vers les historiens et les familles. Et nous sommes devenus, en 2005, toujours avec notre statut indépendant, une institution publique, grand public, avec en plus ce soutien extraordinaire de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, extraordinaire et inespéré, parce que nous étions à la fois sans le sou, avec beaucoup d'idées, mais sans le sou, avec une immense expertise, avec un patrimoine documentaire unique au monde, parce qu'aujourd'hui, notre institution dispose de 50 millions de documents d'archives, de 400 000 photos d'archives et de 80 000 ouvrages, que nous continuons d'enrichir en permanence, parce que le chantier, comme le disait Dominique et Hannah tout à l'heure, le chantier n'est pas fini. On continue d'écrire l'histoire, on continue de collecter des archives, et on continue de se préparer pour l'avenir. Cet avenir dont parlait Hannah tout à l'heure, un avenir où notre responsabilité est encore plus engagée parce que les derniers rescapés sont en train de disparaître. Une génération entière, la génération de la Seconde Guerre mondiale, est en train de disparaître, et toutes les institutions que nous représentons ici vont sans doute avoir une importance encore plus grande dans les années à venir. Bien sûr, je vous remercie. Justement, vous disiez, nous sommes une petite association, néanmoins vous êtes devenu un grand centre avec, je veux dire, un dynamisme assez extraordinaire. Au terme d'une certaine bataille, de même que, j'imagine, en Autriche, Hannah Lessing, je crois que vous me disiez que vous étiez partie au départ de 7, vous étiez une petite dizaine de personnes, et vous avez pris de l'ampleur, je crois, jusqu'à une centaine de personnes travaillant au fond. Ça s'est fait peut-être non sans peine. Ah. Il faut que vous appuyiez. Oui, parce que là, on est le mémorial est une association, et vous êtes un organisme dépendant de l'État. Donc, c'est une autre façon de travailler. Absolument. Alors pour nous, je couvre un peu. C'est intéressant de savoir que dans le public, Monsieur Benezek est là. Bien le bonjour. Je couvre un peu tout ce segment. Ce que le mémorial fait en éducation, nous avons aussi qui nous relie avec Jacques. Nous sommes en train de construire un lieu de mémoire qui sera 180 mètres de long de murs en granit, avec les 65 000 noms des Juifs et Juives qui ont été tués pendant la Shoah. Un mur Ça sera en centre-ville. Donc c'est aussi un peu ce travail que nous faisons, mais donc nous faisons aussi le travail que le CIVS fait. Et je voulais rappeler donc que le Fonds national a été créé par une loi après la discussion de Waldheim et la co-responsabilité que Vranitzky a pris. Mais il faut aussi dire que le travail de réparation que nous avons fait dans le fonds d'indemnisation a été dû aux class actions qui avaient été initiées aux États-Unis. Mm-hmm. La France a connu ce système aussi, l'Allemagne, la Suisse. Donc,
certaines formes de réparation qui ont été faites dans la fin des années 90, 19, 2000 n'ont pas été créées par bonté, disons comme ça, mais par la juridiction, par la crainte de complaintes venant des États-Unis. Et à ce moment-là, nous avons, et là je reviens aux archives que Dominique et aussi Jacques ont abordées, nous avons commencé notre travail avec 7 employés et nous avons parlé aux survivants, Roma, Sinti, homosexuels, juifs, etc., origine d'Autriche. Et petit à petit, nous avons augmenté le nombre d'employés parce que dès le début, j'avais dit à l'État, nous sommes d'accord pour faire ce travail, mais toujours sous la condition que personne n'a besoin de me démontrer et de me donner les documents persistants à leur demande. Donc, la première chose que j'avais demandé au président de l'Assemblée nationale, qui est toujours le président de notre assemblée, de notre board, je lui ai dit ouverture des archives et 2, toujours assez d'employés, d'historiens et de spécialistes d'archives pour pouvoir retrouver les documents pour les rescapés. Je ne voulais sous aucun cas que quelqu'un soit refusé parce qu'on lui dit « Ah, vous n'avez pas de documents, ah, vous étiez à Auschwitz, vous avez tout perdu, tant pis pour vous. » Donc, au summum de mon travail, j'avais 140, 150 personnes qui travaillaient dans les archives, toutes les archives étaient ouvertes, etc. Donc, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour aider aux rescapés. Donc, l'ouverture des archives, je pense que là, nous sommes tout à fait d'accord. Même chose aussi pour la restitution d'art. Sans l'ouverture des archives et sans assez d'employés et de spécialistes, il est impossible d'aider aux rescapés. Oui. Et justement, à propos de la restitution, vous avez parlé tous un petit peu de la recherche, de l'importance de la recherche, du soutien à la recherche historique. Et Thomas Kirchner, vous travaillez au centre, vous dirigez le Centre allemand d'histoire de l'art. Et là, on voit à travers les projets que vous soutenez, certains des projets évidemment que vous soutenez, que comment la recherche historique dans des domaines un peu inattendus d'une certaine façon, qui n'ont pas été peut-être au centre du focus pour établir la vérité de la Shoah. L'histoire de l'art est un domaine que vous soutenez en termes de recherche pour faire aussi, et qui fait avancer aussi la question des spoliations et voilà, la justice et la possibilité de restituer les œuvres qui ont été spoliées. Vous pouvez nous décrire justement ces projets que vous soutenez et leur histoire aussi. D'accord, merci beaucoup. Peut-être je peux commencer un tout petit peu avec l'histoire de notre institut, le Centre allemand d'histoire de l'art, et disons aussi un tout petit peu, disons, ma génération, mes collègues, ma génération des historiens de l'art, qui ont depuis longtemps demandé un tout petit peu comment était la responsabilité de notre discipline pendant le nazisme. N'est-ce pas? Après, c'est bien connu, après 1945, tout le monde disait, bon, maintenant c'est terminé, maintenant on rentre, disons, au quotidien. Et bon, bien sûr, c'est connu, après 1968, on a commencé de réfléchir ou de demander la responsabilité d'une génération, mais aussi la responsabilité d'une discipline. En ce cas-là, l'histoire de l'art. Et moi, je travaille depuis, je pense, 40 ans sur l'art français, avant tout de l'Ancien Régime. Et je travaillais assez souvent en France, mais je me suis toujours demandé quel rôle jouait l'histoire de l'art allemande
ici pendant l'occupation. Je n'ai jamais trouvé une réponse. Quand je suis arrivé ici en France, mais maintenant en tant que directeur du Centre allemand d'histoire, là, il y a 6 ans, au début de l'année 2014, j'ai lancé un projet de recherche sur le rôle de l'histoire de l'art de notre discipline allemande, pas française, allemande, pendant l'occupation. Parce qu'on sait bien qu'il existait un institut qui s'appelle les Kunsthistorische Forschungsstätte, alors centre de recherche en histoire de l'art, qui était fondé en 1942, qui était fermé avec Libération en 1944, et qui était plus ou moins créé par un des grands nazis en histoire de l'art qui s'appelait Alfred Stange. Lui était titulaire de la chaire en histoire de l'art à Bonn, à l'université de Bonn, et l'université de Bonn a créé plus ou moins ici à Paris une sorte d'antenne. Stange était nazi, il a collaboré avec la Wehrmacht, il a collaboré avec tout le système des nazis. Cet institut s'est présenté en tant qu'institut de recherche. Et pour nous, c'était le point de départ en disant, alors, comment cette recherche se présentait? Comment, disons, était la méthodologie? Est-ce qu'il y avait une recherche qui était spécifiquement fasciste alors, juste pour comprendre ce qui s'est passé dans cet institut. Cet institut avait possédé une bibliothèque de 3000 livres qui, en tout cas, était étonnant. Disons, un institut qui existait pendant 2 ans a déjà 3000 livres à l'époque, n'est-ce pas? Alors, il y avait aussi, bien sûr, le soupçon où ils ont où ils ont pris ces livres, n'est-ce pas? Cette bibliothèque se trouve maintenant à Mainz. Vous savez bien que l'université de Mainz est une fondation française et c'est l'État français qui a donné ces livres à l'université de Mainz. Et maintenant, à Mainz, on fait aussi des recherches concernant les livres, d'où ils viennent, parce que, pas bizarrement, mais c'était des livres pas sur l'art français, mais avant tout sur l'italien. Et apparemment, ces livres appartenaient, disons, à un collectionneur, au collectionneur de l'art italien, et probablement c'était aussi des collections spoliées. Et pour nous, c'était, disons, aussi, maintenant, et tout de suite, assez vite, on a compris que cette institution, cette Kunsthistorische Forschungsstätte, était liée au milieu, disons, de tout le système des nazis ici à Paris, en France, et qui a collaboré d'abord avec le marché d'art, qui a collaboré aussi avec le Wehrmacht, qui a collaboré avec tout le système des nazis, qui a identifié apparemment aussi les collections juives, bien sûr, pour préparer une spoliation. Nous, on a dit maintenant comment était, disons, quel rôle jouait le marché d'art. Et le marché d'art, à l'époque, était très, très difficile. Le marché d'art, à cette époque, était richissime, parce qu'à cause des collections, avant tout à cause des collections juives spoliées. Maintenant, on essaie de comprendre comment ce marché, disons, avec des marchands français, avec des marchands allemands, avec des collaborateurs, comment ce marché fonctionnait. Et notre contribution en ce moment, c'est qu'on subventionne, qu'on aide, qu'on lance des projets concernant le marché d'art ici en France, avant tout à Paris. On est en train de réfléchir un tout petit peu maintenant, de travailler sur le Midi, à Nice. Il y avait aussi une grande, disons, marché d'art. Ça a commencé, disons, il y a 5 ans ou 4 ans. On a organisé ensemble avec l'Institut du patrimoine national un grand colloque, soutenu aussi par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sur le patrimoine spolié, regard croisé France-Allemagne. Et ça
ça, c'était le point de départ aussi pour d'autres projets, entre autres un grand projet qui était né plus ou moins pendant ce colloque entre le ministère de la Culture française et le ministère de la Culture allemande, qui ont plus ou moins créé deux postes qui travaillent sur le marché d'art en France et en Allemagne et les projets ensemble. Et disons, une fois parti sur ce piste-là, maintenant on a plein de projets. En plus maintenant, ce qu'on a aussi, c'est notre, disons, autre devoir qu'on a mis ensemble, disons, les collègues français et les collègues allemands. Parce que pendant longtemps, on faisait de la recherche ici en France, on faisait de la recherche en Allemagne, mais il n'y avait pas de communication entre les deux communes. Bon, un problème, c'est toujours, disons, bien sûr, la langue, n'est-ce pas? Et pendant ce colloque-là, pour la première fois, on a invité les collègues qui travaillent sur la spoliation ou sur la question des restitutions, sur la provenance, en Allemagne et en France. C'était vraiment, c'est un travail qui continue, entre autres. Ici, il y a l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA, et à Berlin, à la Technische Universität, c'est le département d'histoire de l'art dirigé par Bénédicte Savoie, que vous connaissez tous et toutes, et aussi avec le centre de recherche sur la spoliation. C'est un tout petit peu, on ne peut pas dire que c'est un homologue du Nationalfonds, parce que ça couvre uniquement des questions de la spoliation de la provenance, mais on travaille avec eux, on donne des bourses pour des jeunes chercheurs qui travaillent sur le marché, et on essaie vraiment de financer, de créer une sorte de recherche de base. Oui, en Allemagne, l'affaire Gurlitt a été une bombe, sans doute, dans ce domaine-là, qui a laissé penser qu'il y en avait peut-être d'autres, des Gurlitt, des collectionneurs chez qui ce fils de collectionneur chez qui on a trouvé quelque chose comme 1500 tableaux, dont l'origine est pour le moins suspecte pour une grande part d'entre eux. Enfin, c'est encore à... en France, où en est cette question des spoliations et des restitutions, et qu'est-ce que des institutions comme le Mémorial ou la Fondation en quoi il peut y avoir une aide à résoudre cette question au moment où celle des les survivants disparaissants, la question de leur aide est moins importante. Je ne veux pas faire du cocorico ou du nationalisme, mais je pense que le spectacle de ce qui s'est passé en Suisse a eu un impact direct en France. C'est-à-dire que nos responsables politiques et les responsables de la communauté juive n'ont pas voulu que la question de la responsabilité de la France soit posée uniquement sur des bases financières et d'indemnisation. Donc, il y a eu d'abord la déclaration de Chirac, qui a été une reconnaissance historique et politique. Et c'est dans cet ordre que c'est fait, que ça a été fait, pensé et voulu, à l'inverse de la Suisse qui s'est recroquevillée, qui n'a absolument pas voulu travailler sur sa propre histoire et qui s'est retrouvée avec des class actions, qui était un spectacle détestable vu de l'extérieur. Enfin, ceux qui s'en souviennent sans doute ont une opinion là-dessus, mais c'était finalement poser la question de l'histoire de la Shoah et uniquement à travers la question des réparations, alors qu'il y avait eu d'abord une vraie question politique et historique. Et donc, même si en France il y a eu des tentatives de class action, ça n'a pas pris parce que ça n'est pas dans la culture française, mais c'est aussi parce que nos responsables politiques ont pensé heureusement les choses autrement. Chirac a fait cette déclaration courageuse parce que ce n'était pas évident. Lui, venant de son propre camp, dans la droite de l'échiquier politique français, d'aller faire une déclaration comme celle-là,
et même à gauche d'ailleurs, hein, parce que je vous rappelle que nous, on était empêtrés dans l'affaire Mitterrand, qui était emblématique de l'histoire de la France, où on avait un fonctionnaire français qui, 60 ans après la guerre, ne voulait pas reconnaître qu'il avait été fonctionnaire sous Vichy, et que, oui, voilà, c'était ça son histoire, c'est qu'il avait été fonctionnaire du gouvernement de Vichy, résistant sur le tard, résistant sans doute vraiment, mais sur le tard, et qu'il avait été les deux, comme beaucoup de Français. Au lieu de le reconnaître, il s'est empêtré dans un mensonge auquel l'opinion publique n'a pas cru, mais il s'est empêtré dans un mensonge, mais qui était emblématique de la difficulté finalement de verbaliser cette histoire. Et Chirac, qui venait d'une autre génération, qui n'avait pas été fonctionnaire sous Vichy, lui était trop jeune et donc avait on va dire, c'est aussi ça, hein, la reconnaissance, c'est une autre génération qui pose un regard sur une histoire de manière un peu détachée. Et donc après est venue la question de la spoliation et de l'indemnisation, mais elle est venue après. C'est-à-dire qu'il y a eu cette déclaration de Chirac qui a été vraiment un moment fondamental, très important, attendu par l'opinion publique, et qui a permis aux Juifs de France de se réconcilier avec son histoire, avec l'histoire de la France, parce que c'est d'abord un événement politique, avant d'être une réparation. Parce que comme le disait Hannah, il ne faut pas laisser croire qu'il y a quelque chose qui peut réparer ce qui a été fait sur le plan économique. La réparation, elle vient après. Alors il se trouve que notre pays, la France, a une politique extrêmement généreuse, à savoir qu'il n'y a pas de forclusion. C'est encore possible pour quelqu'un, y compris d'une deuxième ou troisième génération, enfin je ne sais pas à combien de générations on en est aujourd'hui, mais de venir demander des comptes à la France, et souvent d'ailleurs, c'est pour des raisons morales. Nous, on a des personnes qui font des démarches et qui, une fois qu'ils ont récupéré l'argent, nous font don de l'argent qu'ils ont récupéré, parce que pour eux, il y a une question morale. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de laisser dans les caisses de l'État, parce que quand on parle de spoliation, il y a la spoliation qui a été organisée par l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui visait à éliminer les Juifs de la vie politique, économique et sociale. Et puis il y a l'État démocratique d'après-guerre, qui ne se préoccupe pas du tout de ça, qui avale toutes les sommes d'argent sans se préoccuper d'où vient l'argent, et qui dit circuler, il n'y a rien à voir, et qui ne donne pas d'informations sur le sujet. Alors, la spoliation, c'est une reconnaissance finalement. L'acte d'indemnisation, c'est une reconnaissance, une seconde reconnaissance. Après la déclaration politique, il y a la reconnaissance morale en quelque sorte du préjudice. Mais alors, qu'est-ce que fait un centre d'archives ? Comme le disait Hannah tout à l'heure, malgré tout, il faut prouver les choses. Donc le mémorial aide les familles, depuis toujours, à constituer des dossiers, parce qu'il faut prouver des choses, il faut que les choses soient faites d'une manière honnête, historique, et donc il faut des preuves quand il y en a, et il faut constituer des dossiers autant que c'est possible, parce que malheureusement il y a des documents d'archives qui ont disparu, qui n'existent pas, etc., etc. Et je pense que la question des archives est importante. Mais excusez-moi de dire que malgré tout, ce qui est important, et c'est ça que notre pays en France a enclenché immédiatement, c'est aussi la question de l'éducation. La question de l'éducation a été enclenchée immédiatement en même temps que la question des réparations. Parce que finalement, il est vrai, comme le disait Hannah, malheureusement, pour les Juifs qui ont été assassinés, ils ont été assassinés. On ne peut plus rien faire. Par contre, notre responsabilité, c'est de savoir ce qu'on doit faire avec cette histoire. À quoi ça sert de continuer de parler de cette histoire 70 ans, 80 ans après? C'est ça qui est important. La réparation, c'est une reconnaissance à un préjudice, mais finalement, ce qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire de cette histoire, comment on va continuer à en parler,
et pourquoi, à quoi elle va nous servir. Oui. D'autant plus, pardon, oui. Juste pour la question des œuvres d'art et de la politique française en l'occurrence, là aussi je dirais qu'il y avait eu un double mouvement, c'est-à-dire il y a eu un premier mouvement immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, un mouvement de restitution d'œuvres, notamment pour les plus grandes collections, les plus grands propriétaires, etc. Et ensuite, les choses se sont tassées pendant un certain nombre d'années et le résultat est qu'il reste toujours ces fameux MNR, Musées Nationaux Restitution, ces fameux 2000, je crois, oui. Le chiffre n'est pas complètement exact, mais 2000 lots, parce que parfois un lot peut avoir plusieurs objets. Et donc, effectivement, ce sont toujours ces objets qui ont été, in fine, confiés à des musées, à Paris ou ailleurs en France, et dont on sait qu'ils sont issus d'un processus de spoliation, mais dont on n'a pas retrouvé à ce jour les propriétaires légitimes. Et on sait qu'il y a un effort continu, des annonces régulières de la part des différents ministres de la Culture qui se succèdent, mais on sait aussi qu'il y a régulièrement des restitutions à des descendants, puisque bien sûr les propriétaires légitimes ne sont plus de ce monde, mais voilà, il y a un effort qui est continué avec plus ou moins de bonne volonté. Alors les conservateurs du ministère de la Culture souvent se font taper sur les doigts parce que on dit que ils respectent trop leur appellation de conservateurs, donc ils veulent conserver ce qui leur a été donné. Et donc, effectivement, c'est un processus qui est toujours en cours. Régulièrement, encore une fois, il y a des restitutions qui ont lieu. De son point de vue, la Fondation, et alors ce que disait à l'instant Jacques à propos des archives, ça c'est fondamental. Nous-mêmes, nous avons un cœur. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour accélérer le processus, mais en même temps, nous avons à cœur de soutenir des initiatives. Alors, Thomas a évoqué le colloque 2016. Il y avait eu un colloque un peu plus récemment sur les bibliothèques spoliées, parce qu'on oublie aussi souvent qu'il y a eu des bibliothèques de valeur ou pas, mais qui ont été spoliées au même titre. Et donc, on a l'effort de soutenir ce genre d'initiative. Et là aussi, ces derniers temps, il y a l'effort de soutenir en direct des doctorants ou alors des cursus qui se montent maintenant destinés à donner les instruments pour ce qu'on appelle la recherche de provenance. Et en définitive, et c'est parfois un peu étonnant, on se rend compte, et même chez nos amis allemands, le processus a été tardif, même si la professionnalisation est plus avancée qu'ici, mais en définitive, la formation universitaire à cette recherche de provenance, elle est encore, en tout cas en France, plutôt balbutiante. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, c'est seulement maintenant que, justement, ça concerne surtout les historiens de l'art, mais effectivement, on donne aussi des formations qui, tout simplement, permettent à une personne d'investiguer. Et alors, de façon emblématique, c'est que, tout simplement, l'historien de l'art retourne le tableau pour regarder les étiquettes qui sont derrière le tableau. Parce que les étiquettes derrière le tableau permettent, effectivement, de repérer le moment où tel et tel tableau a été dans telle et telle collection, etc., etc. Et donc, effectivement, tout d'un coup, on s'intéresse au verso, alors que jusqu'alors, on s'était intéressé au recto de tous ces tableaux. Et ensuite, et pour terminer, c'est vrai que là aussi, le temps de la recherche ne suit pas le temps du politique. Ça veut dire que, je me souviens notamment, il y a quelques années, il y avait Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture, qui avait dit « Dans un an, on aura le rapport et le problème des MNR sera réglé. » Bien sûr, je caricature, mais en gros, donc c'est comme ça qu'elle s'était exprimée. Et des années plus tard, on n'a pas beaucoup avancé. La statistique, je ne l'ai pas en tête, mais si on parle de 50 œuvres d'art qui ont été restituées entre-temps, c'est beaucoup. De la même manière, avec le fonds Gurlitt, dont on a beaucoup parlé quand il a été découvert, là aussi, le politique avait dit tout ça, ça va être réglé en peu de temps. Et bien des années plus tard, parce que maintenant, on est effectivement à quelques années de cela, là aussi, les choses n'ont pas beaucoup avancé, et on s'est rendu compte aussi que, comme dirait le général de Gaulle, les choses sont un peu plus compliquées qu'on ne le pense, puisque tout ce qui paraissait acquis comme étant des œuvres issues de spoliation, apparemment c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et alors là, vraiment pour terminer aussi, c'est vrai qu'on insiste beaucoup
dans le discours public, dans les médias, etc., on insiste beaucoup sur la spoliation des œuvres d'art, mais, et ça rejoint aussi ce que disait Jacques à l'instant, la spoliation, ça a aussi et surtout concerné des toutes petites choses, des machines à coudre dans des ateliers, des établis dans des ateliers, etc. Et en fait, on se souvient trop peu de ce que le plus fort de la spoliation, au titre de l'arianisation, c'était ça. C'était pas un Modigliani, c'était pas un Monet, c'était une machine à coudre de marque Singer, peut-être, à cette époque. Peut-être que je pourrais rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. J'aime pas trop être dans cette situation, mais dans ce cas, dans le cas de la restitution d'art, l'Autriche a vraiment été le premier, je pense que jusqu'à aujourd'hui, le seul pays à avoir une loi qui décrit exactement le retour d'art spolié. C'est payé par l'État et par les musées la recherche de la provenance. Et nous avons, donc j'avais parlé de la base de données que nous avons. Dans cette base, il y a des gens qui ont identifié une peinture et on a pu la restituer. La semaine prochaine, je vais rendre un livre à une famille qui vient d'Australie pour le récupérer. Et comme Dominique le disait, beaucoup de fois dans l'art, j'ai toujours l'impression qu'on dit « Ah oui, mais les Rothschild, il y avait des Rubens, etc. » Mais ce sont comme les 2 couronnes de Torah dont j'ai parlé de mon père. Elles ne valent presque rien. C'est pas de l'argent, il n'y a pas de diamant dessus, c'est pas de l'or. Mais c'est tout ce qu'il avait. Et de rendre un livre, de rendre une couronne de Torah, c'est vraiment rendre une pièce très privée de famille. Et là, je viens sur un point qui sera très très difficile. Nous pouvons essayer de restituer les objets d'art et religieux spoliés qui sont en possession étatique, musées régionaux, etc. Mais tout ce qui est dans le privé, nous avons un grand problème. Et aujourd'hui, que les grands-parents sont en train de mourir, les derniers survivants, c'est aussi la génération des enfants des arianiseurs qui meurent, qui ouvrent leur grenier et ils trouvent des choses. Je viens d'avoir, il y a 3 mois, un coup de fil de quelqu'un qui m'a dit « Mes grands-parents sont morts, on a retrouvé des meubles art déco, mais on a trouvé une peinture dont on se rappelle que apparemment c'est arrivé chez nous en 42. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Alors, le fonds maintenant essaye d'aider dans la recherche de provenance au privé. Je ne peux pas les forcer à rendre la peinture ou l'objet d'art, mais si déjà quelqu'un vient vers nous pour demander de l'aide, je pense que si on faisait un appel au public de regarder de près ce qui est dans le privé, il y aura, avec la responsabilité que la société civile a prise pour cette histoire aujourd'hui, une volonté de rendre des objets d'art. Écoutez, espérons-le. Nous allons revenir... Oui, pardon, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, juste ajouter quelque chose à ce que Dominique a raconté concernant la situation en France. Je pense qu'en Allemagne, c'était plus ou moins la situation pareille. Disons, dans les années 90, on disait plus ou moins on a fait notre travail, n'est-ce pas? Maintenant, c'est fait. Maintenant, on peut, disons, rentrer, disons, au quotidien. Et bon, il y avait quelques musées qui ont commencé de travailler un tout petit peu dans leur collection pour faire les recherches de la provenance des œuvres qui étaient achetées pendant le nazisme. Ça concernait avant tout, bien sûr, aussi des travaux de l'art dégénéré, n'est-ce pas? Alors, tout ça était bien connu, était bien recherché. Mais finalement, alors, on est vraiment très, très reconnaissant au cas Gurlitt. Parce que finalement, avec le cas Gurlitt, qui était un cas aussi un peu étrange, bizarre, n'est-ce pas? Mais ça, avec le cas Gurlitt, on a gagné de l'argent.
Parce que maintenant, disons, l'État, le ministère a compris qu'il faut agir, qu'il faut vraiment agir, qu'il faut créer aussi des instruments. En Allemagne, c'est avant tout le Deutsches Zentrum Kulturgutverlust à Magdeburg qui était créé un tout petit peu bien avant le cas Gurlitt, mais quand même, mais a gagné beaucoup plus de moyens. Maintenant, on a aussi, comme tu l'as dit, n'est-ce pas, mais on commence aussi d'enseigner comment on peut faire la recherche de la provenance aux universités. On a créé des postes à l'université de Bonn, à l'université de Munich et je pense à Hambourg, les trois. Mais c'est maintenant, je pense, il y a quelque chose qui a changé complètement, mais aussi le marché a changé complètement. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre un tableau, une œuvre d'art, si on ne peut pas prouver la provenance, n'est-ce pas? Parce qu'une œuvre d'art, sans provenance ne vaut rien. On ne peut plus le vendre sur le marché. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien, n'est-ce pas? Alors, disons, parce qu'il fallait aussi changer, disons, la mentalité du marché d'art, parce que le marché d'art était en train de gagner, je ne sais pas, la troisième fois en vendant les mêmes tableaux, les mêmes œuvres, n'est-ce pas? Et je pense maintenant, on n'est pas encore arrivé au but. Pas du tout, mais en tout cas, disons, ça bouge. Oui. Juste, excusez-moi, on va juste terminer un peu la question et puis on passera à une petite question après au public. Vous parliez de l'enseignement, effectivement, à quoi sert finalement tout ce savoir aujourd'hui assemblé sur la mémoire, savoir qui est passé par une étape dont je me demande si elle est terminée, c'est celle du recueil des mémoires de survivants. Les survivants, il n'y en a plus beaucoup, des survivants des camps. D'abord, est-ce que vous considérez que cette étape qui a été assez importante et qui a permis, en tous les cas en France aussi, de répondre aux théories révisionnistes qui ont sévi à la fin des années 70 de Forisson, on a entendu, notamment dans le procès qui a été l'objet d'un magnifique documentaire qui a été projeté hier, je crois, ou avant-hier, procès Klaus Barbie. On a bien vu l'importance de la résonance des témoignages à ce moment-là, des témoignages de survivants. Aujourd'hui, est-ce que cette récolte des témoignages est terminée? Est-ce que maintenant, la question majeure, c'est celle de que faire de tout cela pour, disons, pour l'éducation, pour l'enseignement, pour la réflexion sur l'avenir de nos sociétés? Alors, pour répondre à votre première question, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Je dois dire que nous, notre institution, pendant des années, on s'est attaché à collecter les archives des bourreaux. Parce qu'il s'agissait à l'époque d'écrire l'histoire du crime. Et donc, on s'est d'abord attaché à collecter les archives des bourreaux. Vous savez que dans les années 70, en 78 exactement, Serge Klarsfeld a publié liste originale, la liste des Juifs qui ont été déportés depuis la France. Et en fait, il nous a rappelé à nous, finalement, qui disposions de ces listes, parce que ces listes que Serge Klarsfeld a publiées venaient des archives de la Gestapo sur lesquelles on avait mis la main en août 1944. On avait ces listes, mais finalement, on ne travaillait sur ces listes que sur un aspect, que pour montrer ce qu'est un génocide et pour montrer comment le crime avait été perpétré. Et finalement, nous, on s'est mis tardivement à collecter les archives des victimes. On s'y est mis vraiment à partir des années 90. Alors, on s'y est mis ardemment. Malheureusement, je pense qu'on a raté des choses. Il y a des gens qui ont disparu avec leurs archives, avec leurs souvenirs. Et ça, malheureusement, ça sera totalement irréparable. Depuis, on s'est mis à collecter énormément de documents d'archives. Il y a plusieurs campagnes de témoignages qui se font aux quatre coins du monde.
pour recueillir les témoignages des rescapés, mais pas seulement des rescapés. On a commencé par les rescapés, après on a recueilli les témoignages des enfants cachés, et puis enfin les témoignages finalement de toutes celles et ceux qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale. Nous, on continue à le faire, on continue au quotidien à collecter des archives. Et pas seulement en France, dans le monde entier. On le fait parfois avec nos collègues de Washington et nos collègues de Yad Vashem. On collecte ensemble des documents d'archives. Il y en a plein, mais plein, parce que la Shoah est un phénomène qui est européen, transnational, et puis les armées alliées, elles ont transporté elles sont reparties d'Europe avec des archives. Donc vous trouvez des archives aux quatre coins du monde, et donc il faut retrouver la piste de ces documents d'archives. Enfin, nous, ce matin, nous avons retrouvé 100 photos sur la rafle de mai 41, qui est la première rafle dite du billet vert, qui a été organisée en France, une rafle d'hommes organisée à l'initiative des nazis, mais comme pendant toute cette période, c'était la police française qui agissait au nom de l'Allemagne nazie. On a retrouvé une centaine de photos, voilà, qu'on a acheté à un collectionneur, et donc ça nous arrive tous les jours. On a découvert le brouillon du statut des Juifs, qui est un texte officiel publié au journal officiel en octobre 40. On n'avait que le journal officiel. On a retrouvé il y a seulement 10 ans le brouillon où il y a la main, où avec on voit l'écriture du maréchal Pétain qui aggrave ce statut qu'on avait attribué pendant des années à Raphaël Alibert, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Donc la collecte d'archives n'est pas finie, la collecte de documents n'est pas terminée. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de l'emmagasiner pour les générations à venir. C'est-à-dire que notre responsabilité aussi, c'est de se dire que lorsque cette génération aura disparu, les archives vont jouer un rôle fondamental, à la fois pour transmettre, pour enseigner, mais ça sera une arme fatale à opposer à ceux qui nient l'existence de cette histoire. Et donc, il y a un peu une course contre la montre qui est engagée aujourd'hui pour collecter le plus possible d'archives, parce que, globalement, la grande histoire, on va dire, on la connaît à peu près. Dans ces grandes lignes, même s'il y a encore tous les jours des nouvelles recherches qui se font, des archives qui s'ouvrent, les archives du Vatican sont en train de s'ouvrir, il y a des dépôts d'archives qui s'ouvrent régulièrement, qui vont nous permettre d'améliorer la connaissance qu'on a. Mais globalement, la connaissance historique, dans ces grandes lignes, on l'a. Ce qui va nous manquer, c'est l'histoire des victimes, et c'est l'histoire qui vient enrichir une histoire nationale de chacun de nos pays, mais qui va être un outil fondamental sur le plan pédagogique, parce qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, même les études historiques se penchent vers la micro-histoire, parce que ça touche beaucoup plus de découvrir l'histoire avec un grand H par le biais d'une histoire individuelle ou familiale, et ça touche d'autant plus une partie de la population dont l'histoire de l'Europe, c'est pas l'histoire. On a dans toute l'Europe des populations qui viennent d'autres continents, qui considèrent que l'histoire de la Shoah, c'est une histoire européenne, mais c'est pas leur histoire. Et donc, il faut qu'on arrive avec une autre stratégie sur le plan pédagogique, c'est-à-dire de leur dire, oui, c'est pas ton histoire, mais là où tu vis, là où tu habites, il s'est passé quelque chose. Si on faisait parler la maison où tu habites ou le trottoir où tu te promènes, il s'est passé quelque chose. Et c'est aussi une façon de redécouvrir l'histoire par le petit bout de la lorgnette pour aussi une génération qui a un rapport avec l'histoire qui est totalement différent. L'événement historique s'éloigne de plus en plus et les grands concepts historiques, dans certaines écoles, elles ne sont pas extrêmement pertinentes. Il faut une autre stratégie sur le plan pédagogique. Non pas que cette jeunesse refuse cette histoire, mais il faut aussi, je crois, plus l'événement historique s'éloigne, plus il faut tenter de continuer à enseigner cette histoire, mais
aussi montrer en quoi elle nous intéresse, parce que enseigner l'histoire, enfin l'histoire n'intéresse pas tout le monde, mais par contre, ce qui est important d'expliquer, c'est en quoi elle nous permet de comprendre notre présent. Enseigner l'histoire pour enseigner l'histoire, aujourd'hui, à part les historiens, les savants, les universitaires, mais on ne va pas très loin. Je pense que c'est aussi une des avancées fondamentales, en tous les cas pour le mémorial. Nous, au mémorial, depuis 2005, on a décidé de travailler aussi sur l'histoire comparée des génocides. L'histoire comparée des génocides fait partie de notre travail quotidien, parce que c'est beaucoup plus pédagogique de montrer en quoi la Shoah est spécifique dans une comparaison avec les autres génocides. C'est aussi une façon de protéger cette histoire que de la mettre à un niveau qui est celui des génocides, qui n'est pas n'importe quel crime, qui est parmi les crimes suprêmes, qui est aujourd'hui reconnu et sur le plan de la justice internationale et sur le plan des opinions publiques. Mais c'est aussi une façon de dire, voilà les conséquences du racisme et de l'antisémitisme, on l'a dans l'histoire des génocides. Et aujourd'hui, ce dont on entend parler, que ce soit les théories complotistes ou la radicalisation, ou tout un tas de choses, en tous les cas, toutes ces idéologies, on peut les retrouver dans l'histoire de la Shoah ou dans l'histoire des génocides. Et en fait, c'est à nous, je dirais, de montrer d'une autre manière l'intérêt et l'utilité de cette histoire, parce que Dominique disait qu'il n'y avait pas de hasard dans l'histoire, mais ce qui est vrai aussi, c'est que malheureusement, parfois, on a l'impression que l'histoire se reproduit et que toutes les clés de compréhension, on les a déjà. L'antisémitisme tel qu'il est aujourd'hui, il est à la fois nouveau, mais en même temps, il fait appel à un antisémitisme tellement ancien qu'il suffit finalement de montrer dans l'histoire ce à quoi il a mené pour comprendre où malheureusement on va, nous, en Europe, si on ne fait pas attention. Voilà. C'est un peu, je crois, sur le plan éducatif et pédagogique, parce qu'il n'y a pas de secret. Combattre l'antisémitisme et le racisme, dire aux jeunes aujourd'hui on est tous frères, on s'aime, au-delà des couleurs, de la religion, etc., les jeunes se mettent à hurler de rire quand vous leur parlez de ça, quand vous leur parlez comme ça. Donc il faut trouver des ressorts dans l'histoire, dans les archives, et montrer à quoi finalement ces idéologies ont mené. Une perspective, effectivement, un horizon tout à fait intéressant, et d'autant plus que c'est un horizon politique aussi, de civisme, car là, vous parliez de l'histoire des bourreaux a été longuement abordée, l'histoire des victimes également, mais il y a aussi toute cette histoire de ceux qui sont entre et qui qu'est-ce qu'on fait face à une politique totalitaire. Et la question aujourd'hui se pose malheureusement dans bien des pays, il me semble. Oui. Pardon, pour juste ajouter à ce qui a été dit à l'instant, c'est vrai que longtemps aussi, l'apport des témoignages avait été quelque peu presque méprisé en termes d'écriture historique, dans la mesure où, effectivement, et comme d'ailleurs dans les procès, on se souviendra du procès Eichmann et de la défiance qui avait pu exister à l'époque par rapport à certains témoignages dont on disait que, ou le procès Auschwitz aussi au milieu des années 60, c'est-à-dire que le témoin est trop... le survivant témoin est trop partie prenante pour être objectif. Et ça a valu aussi pour l'écriture historique. Et en fait, au bout du compte, là aussi, il y a une évolution. C'est la fameuse histoire intégrée de Saul Friedlander. C'est-à-dire, effectivement, écrire l'histoire de la Shoah en prenant les voix des bourreaux, les voix des victimes et les voix de la troisième partie qui sont les témoins tels qu'ils sont, ou en tout cas les voisins tels que certains les appellent. Et donc effectivement il y a cet aspect-là qui est important. Aussi, ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est la portée du témoignage. Alors on sait, et au Mémorial de la Shoah, on est très bien placé pour le savoir, l'importance que l'intervention directe du témoin
Ça veut dire par exemple une Ginette Kolinka ou une Hinda Greenspan à l'époque, lorsqu'elle s'adressait à un groupe, ça avait beau être des jeunes de 15 ans qui n'ont qu'une fascination pour leur téléphone portable, et en définitive, tout d'un coup, ces témoins savent les prendre. Alors maintenant, effectivement, la question qui se pose, et on est à ce moment-là aussi, c'est l'après-témoin, avec des débats qui existent aussi autour de ça, et la conservation du témoignage et la transmission des témoignages, avec aussi des expériences pédagogiques intéressantes qui sont encore expérimentales, mais qui sont en bonne voie de réalisation. Par exemple, le recours à l'hologramme dans certains musées aux États-Unis pour avoir... Alors, je vois Anna qui hoche la tête, mais voilà, non, malgré tout, je suis pas forcément un partisan non plus de ce genre d'interaction avec un hologramme pour obtenir un renseignement sur une expérience pendant la Shoah. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est toutes ces réflexions sur l'après témoins qui sont primordiales désormais. Anna Lessig, je vous propose... Après ça, je donnerai. Oui. C'est une question que nous nous posons naturellement, constamment. Chaque génération a sa manière d'être éduquée ou de ne pas être éduquée, comme nous voyons que malheureusement l'antisémitisme, la xénophobie, etc. est en hausse à nouveau, même si on aurait pu imaginer que nous avons appris notre histoire. Mon véritable problème avec les hologrammes que Dominique vient de mentionner, ou aussi avec la virtual reality, où on peut voir le camp de Majdanek accompagné par un survivant, Pinchas Guter, c'est un expériment, mais ce que moi je trouve problématique, énormément problématique, même si c'est la génération d'aujourd'hui, c'est par exemple Eva's Story sur Instagram, où une fille, même si elle a été suivie par des historiens, donc théoriquement, historiquement, c'était correct, elle a chaque jour posté sur Instagram sa déportation à Auschwitz. Et un autre expériment qu'il est en train de faire, je ne sais pas si vous en avez entendu, le challenge sur TikTok, où des jeunes filles et garçons se maquillent avec des blessures dans le visage et se photographient et se filment en tant que non survivant, mais victime, quelqu'un qui a été tué à Auschwitz ou à Majdanek. Maintenant, on peut dire, à la limite, les enfants, ces jeunes enfants, au moins ont abordé le sujet. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne peux pas le dire. Mais à chaque génération, probablement, c'est moyen, parce que je me rappelle que la petite soap opera qui existait en 1978, Holocaust, avec Mary Streep, quand mon père a vu ce film, il a dit « mais c'est une banalisation de l'Holocauste, on ne peut pas faire de telle manière ». Mais toute une génération, ma génération, j'avais 16 ans à cette époque, on a été vraiment impressionnés par ce mode éducatif. Donc, on le disait avant, dans l'IRA, on essaye de trouver des moyens comment approcher les jeunes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se disent « mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi ?» Et je dois aussi dire que les survivants en classe, on a un programme qui est parfait. Les jeunes écoutent vraiment pendant 2 heures, mais si vous leur demandez 3 semaines plus tard, qu'est-ce que tu as appris il y a 3 semaines? Ils vont vous dire, oui, il y avait une vieille femme qui a raconté des souvenirs terribles de la guerre. C'est tout. Ils ne font pas le connexe entre dans le temps et aujourd'hui. Et c'est là où je vois le problème de l'éducation. Hannah, là où je te rejoins, c'est que rien ne remplace le cours d'histoire. C'est-à-dire que demain, de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à historiciser cette histoire. Parce que ce qu'il faut, enfin, notre message à tous, c'est de faire en sorte que finalement la question politique, elle soit posée à travers le cours d'histoire. Lorsque toute la génération de la Seconde Guerre mondiale aura disparu, de toute façon, le meilleur moyen de se raccrocher à l'enseignement de cette histoire, ça va être par le cours d'histoire.
Le cours d'histoire va être fondamental et il n'empêche que ce cours d'histoire pourra être agrémenté de témoignages, de visites, de musées, de projets pédagogiques, etc., etc. Mais dans tout ce que tu dis, Hannah, ce qui est important, c'est que la génération qui est en train de s'éteindre va partir avec un bout de cette histoire. Et donc, il va falloir que nous, on fasse preuve d'encore plus de rigueur pour enseigner cette histoire et ne pas laisser la place à toutes ces dérives pédagogiques, parce que je pense que toute cette reconstitution, contribue à la banalisation. L'hologramme, ça veut dire que les témoins de la Shoah sont éternels. C'est des aliens, c'est des extraterrestres. Mais non, un rescapé de la Shoah, il meurt. Et à un moment, on va diffuser son témoignage parce que c'est ça qui nous reste. Mais on ne va pas faire croire qu'il est encore vivant et qu'on peut parler. Ce n'est pas une voix d'outre-tombe avec qui on peut parler. On n'est pas des médiums. On n'est pas Minority Report. Hein. C'est malheureusement la triste réalité, c'est que les rescapés de la Shoah, ils ont été assassinés. La grande majorité des Juifs ont été assassinés et la petite minorité des rescapés de la Shoah, à un moment, ils vont disparaître. Et là-dessus, le discours, il doit être très clair. Alors peut-être que nos amis anglo-saxons se permettent des petites libertés, mais nous, en Europe, on est quand même attachés au réel et à l'histoire, et il faudra veiller à ce que tout et n'importe quoi ne se fasse pas, mais la disparition des rescapés va être aussi la porte ouverte au tout et au n'importe quoi sur le plan pédagogique. Donc c'est pour ça que je pense que l'histoire doit être la colonne vertébrale de tout ce que l'on fait, y compris en matière d'éducation et de pédagogie, parce que finalement, on veut que cette histoire perdure parce qu'il y a une question politique derrière. Ça pas simplement parce que on veut rappeler la mémoire des gens qui ont été assassinés. C'est parce qu'il y a une question politique qui est utile à poser pour le présent. Peut-être qu'on est en train de traverser finalement le moment de la mémoire, un moment dans la constitution des archives de la Shoah, et que cette mémoire est appelée finalement à se fondre dans le récit historique, à le nourrir, et que pour les générations futures, ça sera un récit historique peut-être alimenté par tout ce travail de mémoire qui a été fait. Mais excusez-moi de dire qu'en Europe, en tous les cas pour la France, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on a la chance de vivre dans un pays où l'enseignement de l'histoire de la Shoah est obligatoire 3 fois dans la scolarité d'un enfant. Donc on a très clairement déjà donné une réponse depuis une vingtaine d'années à cette question, en disant d'abord le cours d'histoire. Parce que quand on dit d'abord le cours d'histoire, c'est aussi une façon de dire que cette histoire fait partie de l'histoire de notre pays. On l'apprend sur les bancs de l'école, parce que l'histoire de Vichy, c'est l'histoire de notre pays, et c'est l'histoire de l'Europe, l'histoire de la Shoah. Et donc c'est aussi très important sur le plan symbolique, mais c'est aussi fondamental en matière de discours, de dire qu'on a d'abord l'enseignement de l'histoire. Après, on peut critiquer, dire qu'il est bien fait, qu'il est mal fait, etc. C'est un autre débat, mais en attendant, depuis des années dans notre pays, en France, cet enseignement se fait d'abord dans la classe, autour du professeur d'histoire, et c'est comme ça que ça doit continuer. Bien, je crois que malheureusement l'heure a passé, et il y a peut-être des questions. Monsieur, vous levez la main depuis déjà un petit moment. Et... Merci, bonsoir, Dick Orville. Il faut reconnaître que le gouvernement français a fait depuis 1 an des efforts, puisque le ministère français de la Culture a créé une division de restitution des œuvres d'art sous la direction d'Alain Zivy, et d'essayer de trouver des ayants droit pour certaines œuvres qui sont encore détenues dans des musées français en province. Je me permets de poser une question à Mme Lessing et M. Kirchner. Il y a quelques années, ce long métrage qui est sorti dans les salles de cinéma, Le Tableau, dans lequel on voit une Viennoise devenue new-yorkaise se battre devant les tribunaux contre le gouvernement autrichien
C'est une histoire vraie, il y a une dizaine d'années, pour la restitution d'une œuvre de Gustav Klimt. J'ai lu dans les médias autrichiens que cela avait déclenché la découverte à la campagne, dans des fermes de la province de Graz et dans la province d'Innsbruck, d'œuvres cachées dans des greniers de fermes à la campagne. Est-ce exact? Suite à la sortie de ce film? Non, non. Parce que la restitution de la Lady in Gold, je suppose que c'est le tableau dont vous parlez, que ça s'appelle le tableau en français, ça a mené à la loi de restitution d'art en Autriche. Et c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de restitutions avaient fait part. Mais la restitution dont vous parlez peut-être, c'est Mauerbach. C'était déjà en 1996, quand dans un cloître, on avait retrouvé les tableaux qui ont été vendus et rendus ensuite. Dernière question. Mais d'après ma connaissance, je ne sais pas si peut-être professeur Kirchner sait quelque chose de cette chose à Graz, mais je n'en ai jamais entendu. Le film est sorti dans les cinémas en Autriche. Oui, naturellement. Et c'est une histoire qui s'est passée exactement comme ça, mais avant le film, il y a eu l'histoire véritable. C'était en 97 et 18, quand 2 tableaux de Schiele, dans ce cas-là, ont été arrêtés à New York. Ensuite, le tableau de Klimt par un groupe d'arbitrage a été rendu. Et ensuite, l'Autriche, en 98, a décidé de faire une loi de restitution d'art pour justement éviter des problèmes comme le tableau de Klimt. Merci. Dernière question, si je peux me permettre, à l'attention de Jacques Fredge et Dominique Trimbure. Depuis que l'administration Clinton avait tapé du poing sur la table à l'égard du gouvernement confédéral à Berne, de publier le nom de tous ces juifs de la région parisienne qui avaient trouvé refuge sous l'administration fasciste italienne à Chambéry et Grenoble, lors de l'arrivée en fin 42 des nazis pour supplanter les fascistes italiens, tout le monde a fui dans la montagne et s'est retrouvé dans des camps d'internement en Suisse. Berne n'a toujours pas publié le nom de tous ces juifs parisiens enfermés jusqu'à la libération en 1945 dans des camps d'internement. Il y a eu un film réalisé par la télévision suisse romande, Mémoire de la frontière, qui est très intéressant. Alors, bon, je ne veux pas parler de la Suisse, mais c'est vrai que nos amis suisses ont encore un peu de travail à faire. Ils n'ont rien fait. Et disons qu'ils ont un peu de travail à faire encore, et je crois que la difficulté, à mon sens, c'est que, en creux, la réussite de la France, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire du gouvernement de Vichy, elle est véritablement ancrée comme la période la plus catastrophique de l'histoire de la France. Même l'extrême droite française, aujourd'hui, ne fait plus référence à Vichy, alors que pendant des années, l'extrême droite avait comme parrain Pétain et tous les collaborationnistes notoires qu'on a vus sévir pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que nous, on a digéré l'histoire de Vichy, alors avec des hauts, avec des bas. On voit des croix gammées dans Paris, on voit des mouvements antisémites, etc. Mais globalement, dans la classe politique française, dans l'opinion publique, etc., ce travail est fait, mais il est fait parce qu'on a une particularité en France, c'est qu'on a eu sans doute un des gouvernements les plus antisémites d'Europe, mais que 75% des Juifs ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même quelque chose d'assez atypique, assez extraordinaire, et la force d'une Simone Veil ou d'un Klarsfeld, c'est d'avoir articulé les deux. Sur le plan pédagogique, un gouvernement antisémite et une population qui avait les bras ouverts à partir de 1942. Et c'est sans doute ça qui a permis de digérer cette histoire. En Suisse, on est loin du compte. C'est-à-dire que même s'il y a eu des gestes qui ont été faits par le gouvernement suisse, il n'y a eu aucun travail véritable en interne, même si nos amis suisses qui siègent à l'IRA font ce qu'ils peuvent. Néanmoins, on voit bien que c'est pas simple pour eux. Néanmoins, je vous renvoie à des travaux de chercheurs
Et il va y avoir, nous allons publier l'année prochaine le livre d'une historienne qui a voué sa vie à ça. C'est Ruth Fivaz-Silberman, qui a fait une thèse justement sur la Suisse. Et on va être surpris du résultat, parce que finalement, elle est entre la commission Bergier, qui annonçait un chiffre assez modeste de juifs qui avaient pu se réfugier à l'intérieur de la Suisse, et puis d'autres qui disaient que la Suisse avait refoulé la majorité des réfugiés. On est entre les deux, et Ruth Fivaz-Silberman a fait sa thèse de doctorat là-dessus. On va le publier en 2021, et elle a fait de sa propre initiative une base de données qu'on rendra accessible également, avec le nom d'un certain nombre le nom qu'elle a pu tirer des archives, ou des témoignages qu'elle a pu recueillir, de nom des personnes qui ont pu parvenir en Suisse ou qui ont été refoulées. Voilà. Parce que les archives en Suisse sont peu accessibles? Non. Là, il faut reconnaître que les archives en Suisse sont accessibles. Il n'y a pas de souci. Les chercheurs peuvent travailler, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais je parlais plus de la façon dont l'éducation se fait en Suisse, qui est encore un autre travail, quoi. Bien. Peut-être de questions? Question rapide qui concerne le centre Wiesenthal de Vienne. Quel est son rôle et pourquoi n'est-il pas là ce soir? Le centre Wiesenthal à Vienne est un centre de recherche que nous subventionnons, mais nous ne sommes pas directement liés. Mais peut-être c'est intéressant aussi de savoir que mon fonds, à partir de 2021, nous allons donner un prix qui s'appelle Prix Simon Wiesenthal pour engagement spécial dans la société civile pour combattre l'antisémitisme et pour éduquer les personnes sur le national-socialisme. Merci. Une autre question? Une dernière question peut-être? Plus l'heure avancée. Nous avons commencé un petit peu en retard alors. Juste une brève remarque, je voudrais souligner le rôle de la littérature dans la transmission, de la compréhension de la Shoah. Et je voudrais ce soir rendre hommage à Ruth Klüger, une Viennoise qui vient de disparaître, qui, avec son livre Weiterleben, Défense de témoigner en français, a vraiment permis à la jeune génération de comprendre l'histoire autrichienne, l'histoire de la déportation. Elle était complètement inconnue et en tant qu'écrivaine, et son livre s'est vendu à 300 000 exemplaires. Il continue à être lu dans les écoles et vraiment la littérature continue à jouer un rôle fondamental dans la transmission. Il est traduit en français? Oui, il est traduit en français sous le titre Défense de témoigner. Refus. Ah oui, Refus de témoigner, qui est un livre, un titre choisi aussi par Ruth Klüger elle-même. C'est le titre d'un poème. Voilà, c'est sa façon de témoigner, de façon polémique, provocatrice, etc. Et il a vraiment joué un rôle très très important dans les pays germanophones. C'est paru en poche chez Viviane Lamy. Et elle nous manquera beaucoup. Bien. Eh bien, je crois que nous allons peut-être nous séparer. Peut-être qu'Anna, vous avez un mot de la fin, si je peux dire, quelque chose. Maintenant, ayant entendu le nom de Ruth Klüger, avec qui j'ai eu un échange énorme et régulier, 25 ans de travail avec des survivants, des gens qui m'ont donné leur cœur, leurs souvenirs. Je suis tout simplement reconnaissante qu'ils nous ont fait confiance, nous, Autrichiens, avec tout ce qu'on avait fait.
Et je suis énormément reconnaissante à des personnes comme Ruth Klüger et au fait de finir cette soirée dans sa mémoire. Que sa mémoire soit toujours une bénédiction, elle va nous manquer, et tous les rescapés qui vont disparaître encore, leur mémoire, avec leur mémoire, tout un monde disparu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et Jacques et Dominique et tout le monde le souligneront. C'est à nous maintenant, notre génération et les générations d'après nous, à préserver la mémoire. Je vous remercie. Je crois juste qu'il y a la parole. Oui. Ja, vielen herzlichen Dank für diese ganz tolle Veranstaltung und für die, ich wollte sagen, für diese gute Idee mit der Ruth Klüger. Und wir haben uns, ich habe gerade mit der Frau Deussen gesprochen, wir haben uns entschlossen, eine Veranstaltung zu machen Ruth Klüger herum. Das heißt, wir haben jetzt gerade ad hoc entschlossen, dass wir eine diesbezügliche Veranstaltung hier machen werden, dankenswerterweise im Heinrich-Heine-Haus und mitgesponsert vom Österreichischen Kulturforum. Und ja, wer mitmachen möchte, kann sich dann an mich wenden, betreffend, wie wir das gemeinsam machen werden. Also ich bin da für alle Ideen offen, dass wir diesbezüglich als eine der nächsten Veranstaltungen was machen. Danke. Eh bien, c'est vraiment une façon très positive de terminer cette... Oui, mais c'est pas... Voilà, j'ai eu un traducteur d'excellence, là. Donc j'ai essayé de comprendre quelques mots. Mais voilà, c'est un projet qui permet d'ouvrir cette table ronde plutôt que de la fermer. Et c'est formidable. Voilà, très bien. Je crois que nous remercions tous nos intervenants et le public.